Merci de nous rejoindre sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. Notre invitée de la semaine est une femme courage, une femme dont le destin a basculé le 25 septembre 2005 lorsqu'elle est victime du pire, un attentat. Elle y laisse une jambe et une main, mais pas la volonté de se battre, la tête haute, face aux challenges en toutes sortes auxquels elle fait face depuis des années. Son amour pour la vie est plus fort que tout et la passion qu'elle voue à son métier la propulse sous les projecteurs du monde entier où elle reçoit de nombreuses distinctions internationales. J'ai le plaisir de recevoir la journaliste et ancienne ministre, Dr Maïchi Dia. Bonjour May. Bonjour Lynn. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. D'être notre invitée, d'autant plus que le studio peut paraître un peu compliqué. Où ça va? Je m'adapte à tout. Oui. Des fois difficilement, mais ça va aller. Le plus important, c'est que vous soyez à l'aise. Tout à fait. Alors May, vous êtes entrée en journalisme très jeune. Vous aviez à peine 18 ans. À 21 ans, vous devenez présentatrice du premier journal télévisé de la LBC, la principale chaîne libanaise de l'époque. Vous devenez une figure célèbre du petit écran et vous êtes par ailleurs connue pour votre franc-parler jusqu'à ce jour funeste, le 25 septembre 2005, où vous êtes la cible d'un attentat. Vous survivez par miracle, mais y laissez une main et une jambe. Malgré les douleurs physiques et psychologiques, vous décidez de vous battre. Où puisez-vous votre courage? C'est une force interne, innée, et peut-être à force d'avoir vécu des malheurs dans ma vie, j'ai appris à me battre et à affronter tous les problèmes sans regarder en arrière, sinon impossible de continuer. Et voilà, ma vie n'a pas du tout été facile depuis mes débuts, depuis que j'étais toute jeune. Depuis que j'ai perdu mon père, il faut dire, j'avais 13 ans, et puis mon frère à 17 ans. Ensuite, à 20 ans, j'avais déjà, à mon insu, plusieurs années de radio à La Voix du Liban. Et bon, je me marie, je divorce, je commence une procédure très compliquée chez les maronites, annulement du mariage. Et j'ai appris à me battre très tôt. Oui, à vous battre, on voit ça, la vie n'a pas été facile du tout, mais vous avez gardé le sourire. Oui. Et ça, c'est vraiment un exemple de courage, parce qu'avec tout ce qui vous est arrivé, et notamment ce jour-là, ce jour funeste de septembre 2005, où votre vie a totalement basculé. Tout à fait. En fait, ma vie est divisée en plusieurs chapitres, mais elle est divisée en deux. L'avant 25 septembre 2005 et après, les plus gros chapitres, si vous voulez. Ça n'a pas du tout été facile parce que, bon, après tout le succès, on m'appelait le papillon de la télé. J'étais à mon apogée en tant que journaliste. J'avais reçu beaucoup d'offres pour voyager, pour aller commencer à Arabia en 2023. On m'a proposé un salaire exorbitant comparé à celui que je recevais à la LBC. Et puis, j'ai refusé d'y aller. Il fallait revenir parce qu'on se battait. C'était après Ernest Chehouane, la période entre 2000 et 2025, c'était la période où on réclamait la souveraineté et l'indépendance du pays et la sortie des forces et des troupes syriennes du pays. Et on refusait ce qui se passait. Et puis, il y a eu le 14 février l'assassinat du Premier ministre Rafi Hariri, puis le 14 mars. Et moi, je couvrais tout ça à la télévision, entre le journal télévisé et surtout avec Nahar Kon Saïd, Bonjour Liban, si vous voulez, et où je m'exprimais haut et fort et j'osais dire des choses que peut-être d'autres collègues n'osaient pas exprimer, si vous voulez. Je disais d'où provenait la voiture, le van Mitsubishi qui est venu de la banlieue sud, du régime syrien de Bachar el-Assad, et ainsi de suite.
Et je l'ai dérangé. Et ils ont voulu me faire taire et passer à travers moi un message à tous les Libanais, au fait, parce que c'était la première fois qu'on ciblait une femme par une tentative d'assassinat politique et une journaliste, parce qu'avant moi, il y avait eu, durant cette période 2005, qui a commencé en 2004, au fond, avec la tentative d'assassinat de Marwan Ahmedi, mais ensuite, on avait tué Samir Assir. Et moi, je me suis dit que peut-être parce que c'était un opposant au régime syrien, un activiste sur le terrain. Moi, j'étais seulement une journaliste qui osait parler et s'exprimer. Alors, mais à aucun moment, je ne me suis crue aussi importante pour être la cible d'un assassinat. J'ai toujours dit que peut-être on pouvait me chasser du travail, parce qu'on recevait des menaces continues à la télé. Quand je passais à la télé, quand je recevais Gebran Twaini, ça n'arrêtait pas. Mais je savais qu'un beau jour, j'allais quitter cette chaise parce que je l'ai dérangée. Je savais que je l'ai dérangée, mais je ne savais pas que j'étais aussi importante pour mériter d'être assassinée. Mais voilà, ils ont créé de moi une héroïne et j'ai assumé. Et ce n'est pas facile d'assumer. Donc en fait, vous subissez de très nombreuses opérations. Rappelez-nous le chiffre parce que c'est... Au début, quand j'ai repris le travail, 10 mois après la tentative d'assassinat, je subissais encore des opérations et des chirurgies, mais j'ai tenu à passer à l'antenne. Je suis rentrée au Liban un jour avant la guerre de 2006. Et voilà, j'ai été visiter Pierre Daher à la LBC et je lui ai dit, il y a le talk show Prime Time que vous m'avez promise alors que j'étais encore aux urgences. Parce que ce jour-là, il s'est dit, elle est faux folle, celle-là. Elle parle de présenter une émission politique prime time, alors que Dieu seul sait si elle va s'en sortir. Alors, et pour moi, c'était un défi de reprendre l'antenne avec une prothèse, une main esthétique et une prothèse de la jambe, parce que je n'ai même pas de genou. Alors, c'était un propre défi avant de défier le public, parce que je voulais passer très naturellement qu'ils oublient que je porte une main artificielle ou bien s'ils voient ma jambe. C'est ce qui est arrivé, ça veut dire qu'aujourd'hui on vous voit, on oublie complètement qu'il s'agit d'une prothèse. Exactement. Et pour entrer dans les détails, vous faites la manucure sur les... Le tout, voilà. Le tout. Oui, on voit ça. Et c'est beaucoup de temps aussi. Et c'est beaucoup d'efforts, surtout en été. On vit dans un pays chaud. Et pour s'habiller convenablement, pour cacher. Parce que moi, non seulement je porte une prothèse, mais j'ai des cicatrices partout. Je suis brûlée au 4e degré ici. C'est pas du tout joli à voir. Je montre ce que je peux montrer. Mais à part ça, les gens n'ont pas à partager... quelque chose qui n'est pas très agréable à voir et je les comprends. Alors peut-être même pour nager, je nage que quand je suis en dehors du Liban. Là où il n'y a pas les paparazzi, là où il n'y a pas les gens qui peuvent s'amuser sur les médias sociaux aussi, s'ils te prennent en photo et vous avez subi t'insulter pour le bullying sur les réseaux sociaux. Vous avez subi du bullying par rapport à ça. Et comment jusqu'à maintenant Madame Plastique, qu'est-ce qu'on me dit ne t'approche pas de la cheminée parce que tu vas fondre. On te charge à l'électricité, fais attention à ceci, ne fais pas attention à ça pour se moquer de moi. La moitié d'un être humain, ça c'est le minimum qu'on me dise. Et des menaces de mort aussi continuent. On t'a pas mis suffisamment d'explosifs, que Dieu maudit cette personne qui t'a mis les explosifs. Ils auraient dû mettre une plus grande quantité pour que tu sois tué sur le coup. C'est le minimum de ce que je reçois. Je continue à recevoir. On m'accuse d'avoir un oncle qui faisait partie de l'armée du Liban Sud pour m'accuser de traîtrise et pour que s'il me tue, ça soit un halal, si tu veux, un halal. Ça va.
Je suis déjà habituée, mais j'ai appris à devenir blindée. Mais il y a des jours où ça passe, il y a des jours où ça ne passe pas. On n'est pas imperméable tout le temps. Des fois, on ne peut plus supporter. Mais je fais de mon mieux pour, durant ces jours-là, de rester dans mon coin et de ne pas montrer mes larmes. Mais des fois, ça me prend à l'improviste et c'est plus fort que moi. Bien sûr, parce que vous êtes humaine et vous décidez en fait de partager ce que vous vivez dans ce livre paru aux éditions Florent Massot, Le ciel m'attendra. C'était des moments que j'avais tendance à oublier, peut-être à cause des médicaments que je prenais, la morphine et ainsi de suite, pour supporter les douleurs. Alors, et puis, on est facilement approché par les maisons d'édition quand on est en France. J'étais à Valenton pour le traitement et je commençais à recevoir des visites, des contacts de plusieurs maisons d'édition, les plus importantes au fond. Ensuite, j'ai choisi Florent Massot parce que c'était l'offre la plus intéressante. Et j'ai partagé au début la rédaction avec une amie à laquelle j'avais demandé de rédiger, surtout de couvrir pas la partie quand je me suis réveillée, ainsi de suite, mais le début, les 2 premiers mois où j'étais encore sous traitement ou bien je subissais 2-3 chirurgies par semaine, j'étais encore à l'Hôtel-Dieu à Beyrouth. Et les débuts en France, je n'étais pas vraiment très consciente de ce qui se passait autour de moi à cause des traitements, des chirurgies et ainsi de suite. Et puis, il fallait interviewer les gens qui m'avaient accompagnée durant cette période. Et on a couvert pendant un an et quelques, avant, après, durant. Et j'ai sorti le livre Le ciel m'attendra, qui a fait un booming à l'époque. Oui. Et en France, c'était un grand succès. Je suis passée sur tous les plateaux de la télévision en France. J'ai fait beaucoup d'interviews. Et au Liban aussi. Et puis, j'ai repris le travail. Entre-temps, le temps de sortir le livre, j'ai repris le travail parce que moi, quand je suis rentrée au Liban en juillet, le 11 juillet 2006, j'étais toute contente, j'avais hâte de revoir mes amis, on avait organisé beaucoup d'événements autour de moi et ainsi de suite. Et puis le lendemain, je me réveille. Le lendemain, le matin, c'était le premier soir dans mon lit après les 10 mois dans les hôpitaux. Bien sûr. J'ouvre la télé, j'entends les avions. Il y avait la guerre de 2006 qui avait commencé, qui avait éclaté. Et puis, je devais faire avec. J'ai été voir Pierre Dahir et il m'a proposé de commencer mon nouveau programme à la télévision. Et j'ai commencé 10 mois. Jour pour jour après l'attentat et avec la main artificielle. C'était un défi pour moi, pour les autres et j'ai repris le combat et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais vous n'arrêtez pas, vous n'avez pas arrêté du moins, puisque en 2008, vous obtenez votre doctorat en sciences de l'information de l'université Panthéon-Assas Paris 2 et que vous continuez aussi à être professeur de journalisme et radio-TV à l'université Notre-Dame de Loisy. Ça n'arrête pas. Non, ça n'arrête pas. Et puis, il y a le professeur Pilet qui me disait tout le temps, mais quand on est star, parce que j'avais commencé la thèse de doctorat bien avant 2005, mais j'ai utilisé toutes les dérogations possibles et imaginaires. Pour retarder. Pour retarder, parce que je n'avais pas le temps de vraiment travailler dessus. Alors, en 2005, alors que j'étais encore à l'hôpital, j'avais un souci. S'il vous plaît, demandez-moi une nouvelle dérogation, parce que si je ne demande pas la dérogation, on ne va pas me la donner. Vous pensez à ça même sur votre lit Exactement. Je ne sais pas ce qui m'a pris et tout le monde autour de moi disait que ça ne pouvait pas être normal. J'avais en tête de continuer ma thèse de doctorat et je l'ai faite. Il me disait tout le temps, quand on est star à la télé, on n'a pas besoin de travailler de devenir docteur en information. Je lui ai dit, je compte continuer à enseigner.
il me faut deux volets dans ma vie. Je suis Gémeaux, je ne peux pas faire une seule chose à la fois. Il me faut faire deux choses à la fois. Alors, je travaillais à la télé et j'enseignais. À un moment donné, j'ai travaillé dans l'immobilier. En 90, j'ai voyagé durant la guerre d'élimination où on a été poussé à quitter le pays. J'étais à la télé, mais j'ai dû quitter. J'ai voyagé chez ma tante en Suisse pendant 1 an et demi, 2 ans. J'ai travaillé à l'ambassade du Liban à Berne en tant qu'attachée de presse. Alors, je ne sais pas faire une seule chose. Et c'est comme ça que j'ai continué, j'ai soutenu, j'ai eu... avec mention. Avec mention, exactement, très honorable, avec félicitations du jury, oui. Et puis, le sujet était l'influence de la politique sur l'évolution du paysage télévisuel au Liban. Ensuite, j'ai trouvé que ce sujet me tenait vraiment à cœur parce que la thèse se terminait en 2008. J'ai retravaillé le contenu, j'ai couvert la période de 2008 à 2014 et j'ai sorti mon deuxième bouquin qui est La télévision mise à nu, où je raconte toutes les péripéties de la télévision depuis 1958, les débuts de la télé, les débuts de Télé Liban. Et jusqu'à 2014, un peu, 2 chapitres les plus importants sont sur Télé Liban et la LBC, la première télévision privée au Liban. Bien sûr. Et puis, il y a un aperçu sur toutes les autres chaînes qui ont... il y avait comme... ça poussait comme des champignons à un moment donné, avant qu'il y ait la loi sur l'audiovisuel au Liban. Et puis, il y a eu quelques télévisions qui ont réussi à survivre, à avoir des licences pour arriver en 2014. Ensuite, en 2014, d'ailleurs, j'ai la traduction du livre en arabe. Je ne l'ai pas sorti parce que je me disais... Je dois travailler, peut-être couvrir la période après 2014. Mais maintenant, j'ai pris la décision de sortir la copie en arabe parce que finalement, c'est trop difficile. C'est un autre bouquin, c'est une autre période avec les réseaux sociaux. Les médias ont évolué d'une façon incroyable, alors ce n'est plus la même chose. En très peu d'années d'ailleurs. Exactement. Et ce livre est encore en vente? Oui, à la librairie Antoine. Si on ne le trouve pas, on peut le commander. Et puis, il a été, la maison d'édition, c'est L'Orient des livres. D'accord, ça c'est bon à savoir pour les personnes qui nous regardent. Et j'ai reçu un prix aussi. Oui. Vous savez, on va passer au prix parce que en lisant votre CV, on voit que vous avez reçu de très nombreux prix en fait. Mais pour les 2 livres, j'ai reçu pour chacun un prix. Pour chacun un prix. À part les prix que vous avez reçus pour la liberté de la presse, vous avez aussi été décoré par le président Chirac, chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Donc on sait que c'est une des distinctions les plus importantes en France. Est-ce que ces prix... Et par le pape aussi. Oui, enfin, j'ai pas pu... la liste est tellement longue, donc la liste est longue parce qu'il y a des... L'ordre de Saint-Grégoire. Mais c'est ça, en lisant, je vous disais, en lisant votre CV, il y a de très nombreuses distinctions. Et je voulais vous poser la question, ces distinctions contribuent à vous donner du courage pour que vous avanciez encore La reconnaissance est très importante dans la vie. Quand on reconnaît l'importance de votre parcours, qui n'est pas facile. Qui n'est pas facile du tout, ça veut dire que tous ces sacrifices n'ont pas été pour rien. Alors, c'est une motivation pour continuer. Bien sûr, et ça continue parce que oui. Il y a forcément des prix. La liste des prix va forcément continuer. Il y a les prix dont je suis très fière, c'est UNESCO Guillermo Cano, qui est très important pour la liberté de la presse. Vous savez, c'est quoi le plus important? C'est de continuer à recevoir des prix. Parce que l'année passée, par exemple, j'ai reçu un prix, peut-être pas l'un des plus importants, mais pour moi, ça a beaucoup compté parce que il y a un prix que j'ai reçu en Italie, je crois, en 2007 ou 2018, je ne me rappelle plus. En 2019, je suis devenue ministre. Mais maintenant, en 2023, j'ai reçu un prix à Londres. Ça remonte le moral, quoi qu'on dise, ça remonte le moral. C'est une reconnaissance. Exactement. Vous fondez en 2009, donc on voit que 2005, 2006, 2007, 2008, vous n'arrêtez pas.
Et en 2009, vous fondez... J'arrête la télé en 2009. Vous arrêtez Je la... démissionne. Oui, mais vous n'arrêtez pas votre, non. votre bataille. Alors, vous fondez oui, la... Pendant quelques mois, j'ai pensé à faire quelque chose de différent parce que je voyais autour de moi, on avait créé une fondation pour Samira Nassir, une fondation pour Gebran Toïné. Alors, je me suis dit, et moi alors? Parce que je ne suis pas morte, je vais créer une fondation qui porte mon nom. Je ne sais pas si ça va continuer après moi, mais moi, je veux qu'il y ait une fondation qui porte mon nom. Alors, ça n'a pas été facile d'appeler la fondation Maïchidia. J'ai deux fondations, au fond. La fondation Maïchidia et Maïchidia Foundation Media Institute. Alors, la fondation Maïchidia, c'est pour organiser les conférences et la Media Awards cérémonie annuelle, qui est très importante, qui récompense les grands noms dans le domaine des médias. C'est un prix international, et l'autre qui organise des projets avec des fonds qui nous viennent de l'ambassade des États-Unis, de l'Union européenne, basé sur de la projet, France, en fait. Sur des projets, c'est des proposals, et nous réussissons à exécuter ces projets qui sont aussi d'un niveau international. Tout à fait. Donc, en fait... Mais je disais, je me suis battue pour convaincre les gens que ce n'était pas un problème de nommer la fondation Maïchidia. Il y a beaucoup autour de moi, ou bien qui ont voulu m'aider à faire les papiers et tout ça, mais il vaut mieux l'appeler autre chose. Mais pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne supportent pas Maïchidia, ni la politique de Maïchidia, qui ne vont pas accepter de travailler avec elle. J'ai dit, la fondation ne va pas avoir affaire avec la politique au vrai sens du mot. Mes opinions politiques à moi. Moi, je suis partie des forces libanaises, mais la fondation n'est pas une fondation force libanaise. OK, et à l'esprit, si tu veux. Bien sûr, je ne travaille pas avec le Hezbollah. Et pour moi, c'est très clair et net. Et je n'ai pas honte de le dire. Mais à part ça, en quoi ça dérange? Je reçois tout le monde. Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Non, j'ai insisté, je me suis battue là-dessus. Même après, il y a eu quelques problèmes, mais je m'en fous. Pour moi, je continue à porter ma croix. Il y en a qui me disent il vaut mieux peut-être camoufler les choses. Moi, je suis très claire. Et puis, si j'ai réussi à continuer dans cette fondation, c'est parce que tout le monde est satisfait des résultats. Bien sûr. Et pour revenir un peu sur le but de cette organisation, donc en fait, elle prône la promotion du journalisme, en fait, c'est ça, et les valeurs de liberté, d'égalité et de démocratie. Les droits de l'homme, les droits de la femme. Parce que j'organise une conférence et aussi je travaille sur des projets qui défendent les droits de la femme et en même temps sur les valeurs comme la démocratie, la liberté d'expression, les valeurs auxquelles nous croyons. J'ai voulu créer une fondation pour les raisons pour lesquelles je suis devenue dans cet état. C'est-à-dire parce que je défendais les libertés, je défendais les droits de l'homme à vivre avec dignité dans ce pays, dans la région. Alors, et donc vous organisez deux grandes conférences annuelles, la Women on the Front Lines et aussi Free Connected Minds. Donc, Women on the Front Lines, on vient de voir une conférence qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, qui met en avant des femmes influentes qui ont inspiré le leadership, le changement et l'innovation dans leurs domaines respectifs. Vous avez choisi exprès les femmes. Exactement. Et puis, WAFL, l'acronyme. Oui, alors, WAFL existe déjà au Liban, ça fait depuis 2013, et en Jordanie. En Jordanie, on l'a commencé en 2016 sous le patronage de la reine Rania de Jordanie. Et puis, ça a été un succès fou. On a arrêté seulement durant Covid. Alors qu'au Liban, dû à la situation actuelle, on a continué depuis 2020 les conférences hybrides. Parce qu'à la Fondation, nous avons un studio
bien équipés. Et puis, nous recevons des invités sur le plateau et aussi sur Zoom. Et ainsi, nous avons pu continuer. Nous travaillons principalement avec UN Women et d'autres sponsors. Et en Jordanie, c'est avec aussi. Il y a une grande reconnaissance de cette conférence. Moi, j'ai cru qu'après le Covid, on ne nous allait plus demander de continuer. Mais il y a eu des demandes incroyables. Tout le monde, à chaque fois que je voyais quelqu'un, on m'envoyait des emails. Pourquoi vous ne reprenez pas? Alors, c'est ce que j'ai fait et le succès continue. Free Connected Minds, on l'a continué aussi. C'est seulement au Liban. Déjà, ça consiste en quoi exactement? Comme le nom le porte, c'est 3 chapitres. Freedom, Connectivity and Minds. Alors, il y a sur les valeurs, la liberté et ainsi de suite, tout ce qui est connectivité en rapport avec la technologie, avec les médias, communication, comme le porte son nom, et puis mind, les cerveaux, les intellectuels, dans ce domaine-là particulièrement, toutes les innovations aussi, les nouveautés. Et c'est comme ça que ça a commencé. Au début, ça s'appelait Free Speech and Social Media en 2012. Ensuite, à partir de 2013, c'est devenu Free Connected Minds. Et aussi, ça a eu beaucoup de succès. Au Liban aussi, on recevait des invités de par le monde. Ensuite, on a continué d'une façon hybride à cause de la situation économique au Liban. Et puis, en personne, c'était un peu difficile à cause du 4 août, de la crise économique. Mais j'espère qu'on va reprendre bientôt les conférences en personne. C'est tout à fait différent. C'est un autre impact. Ouvertes au public. Et ouvertes pour que les personnes au grand public. Gratuitement au grand public. Que ce soit... Ça existe en ligne maintenant. Le tout existe en ligne sur notre YouTube channel et sur Facebook, Meshidia Foundation. Voilà, c'est bon à savoir pour les personnes qui regardent, qui parfois ne savent pas comment avoir accès, en fait. Oui, on peut tout revoir sur la page Facebook, sur le website et de la Fondation et sur notre YouTube channel. Et puis ce prix, en fait, que vous décernez, que vous avez mentionné tout à l'heure. Et dont je suis très fière. Et qui est un prix prestigieux et qui a récompensé les plus grands journalistes du monde. Je voulais vous demander... Il y a les grands noms. Par exemple, Christiane Amanpour, Rani Rad de la CNN. Maintenant, il est à la IMI à Abu Dhabi. Il y a beaucoup d'autres noms du monde entier. Il y a le Cheikh Walid Ibrahim. L'année passée, il y avait également Jouman Al-Rachid, Excellence in the Media Industry, Michel Moore aussi dans ce domaine-là. Nous avons vraiment eu de grands noms de journalistes du Washington Post, des plus grandes chaînes américaines, françaises, allemandes, italiennes. Je ne veux oublier personne, mais vraiment, si on consulte les fiches, on voit facilement que les MCF Achievement, tous les Libanais peuvent être fiers qu'il y a une organisation libanaise qui a décerné les meilleurs prix, un prix aussi prestigieux à ces grandes personnalités dans le domaine des médias. Ça permet de mettre le Liban en fait sur la carte des pays qui reconnaissent, malgré, nous savons qu'il y a des violations à la liberté d'expression dans le pays, on ne va pas en parler, il faut une autre émission pour en parler, mais ça permet à ces journalistes du monde entier de découvrir le Liban et ça permet aussi au monde entier de voir qu'au Liban, il y a une fondation qui reconnaît le travail des plus grands journalistes. Donc et même ça n'a pas été facile, c'est un challenge. La première année pour convaincre ces grands noms de venir recevoir le prix au Liban et pour avoir le board. Nous avons un executive board et advisory board où il y a des noms vraiment des plus importants. Ouidat Bouchamaoui, la Tunisienne qui a reçu le prix Nobel. Entre autres, il y a
Sawiris, il y a beaucoup de noms vraiment très importants dans le domaine des libertés, des médias, de l'industrie. Alors, ce n'était pas évident. Alors, le fait de démarrer la première année, la deuxième année, la troisième année. Maintenant, quand on invite quelqu'un à recevoir le prix, quand ils voient ceux qui l'ont reçu avant, c'est déjà la meilleure carte de visite et ils acceptent. Maintenant, la fondation est connue dans le monde entier, exactement. il faut dire. Et ils répondent par l'affirmative à l'invitation et ils se déplacent des quatre coins du monde pour venir recevoir le prix. Et puis, c'est 5 catégories. Il y a au maximum 6 chaque année quand on dépasse le nombre. Parce que quand c'est exagéré comme prix à la libanaise, finalement, ça n'a plus de valeur. Je vais passer rapidement sur votre nomination de ministre et sur Ground Zero. Donc, vous êtes nommé ministre en 2019. Le ministère de la Culture, parce que je leur dis à chaque fois, je dors ministre de la Culture, je me réveille ministre de la Réforme administrative. Il y a deux mondes, il y a un océan qui sépare les deux mondes, mais aussi c'était un nouveau challenge. C'était un nouveau monde auquel je ne connaissais rien, je ne m'y connaissais pas. C'est-à-dire, je n'étais pas vraiment experte en la matière. La digital transformation, anticorruption, ça va. D'autres chapitres, ça va. Mais la digital transformation, travailler avec la World Bank dessus et sortir la stratégie, c'était vraiment un grand défi, mais je l'ai réussi. Et puis, vous aimeriez revenir ministre ? Oui, j'aimerais redevenir ministre parce que c'était aussi quelque chose de nouveau pour moi. Les 2 premiers mois, 3 mois, c'est un apprentissage. C'était la première fois. Pas comme les Mougouls qui étaient avec moi sur la table du gouvernement durant les disputes et ainsi de suite. OK, ils savaient que je tenais bon, je défendais mes dossiers, mais on n'a pas vraiment eu le temps de récolter le résultat du travail que nous avons accompli. Moi, les deux grands dossiers qui étaient la stratégie anticorruption, la stratégie digital transformation, elles ont été votées après que j'ai quitté le ministère, après avoir démissionné. Et puis les conditions dans lesquelles nous avons démissionné n'étaient pas... La situation politique globale du pays. C'était la révolution en octobre, le 17 octobre 2019. Ce sera dans un nouveau Liban, si vous voulez être ministre, dans un Liban différent un peu. J'espère bien, parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de président de République, nous n'avons pas un gouvernement qui exerce, tout est par intérim. Tout à fait. Avant de vous poser une question un peu plus personnelle, je voulais mentionner aussi Ground Zero, parce que aussi vous êtes actif dans le domaine social. J'ai dirigé Ground Zero, c'est une initiative qui a été lancée par les forces libanaises après l'explosion du port du 4 août 2020. Et on m'a choisi pour présider cette initiative. On a travaillé avec acharnement, ce n'était pas évident. On a récolté des fonds pour subvenir aux besoins des Beyrouthins, des quartiers démolis à cause de l'explosion. Il y a eu plus de 700 appartements, et nous avons réussi à été... réhabiliter 700 appartements et petites entreprises. Et merci mon Dieu, ça a été un succès parce que ce n'était pas évident. Nous n'avons pas reçu d'aide de la part des organisations internationales comme beaucoup d'autres ONG à l'époque, parce que c'était une initiative lancée par un parti politique. D'ailleurs, nous étions le seul parti politique qui a travaillé sur le terrain, mais nous avons réussi à... notre challenge, c'est un nouveau challenge finalement. Oui. Et puis, après avoir terminé notre mission, initiative, nous avons arrêté. C'est-à-dire, c'est une initiative qui a duré seulement pendant cette période-là. Ensuite, on l'a arrêté. Mais Ground Zero, c'était un chapitre très important de ma vie parce que c'était vraiment la partie humanitaire. Moi, j'essaye de prendre un peu de recul là-dessus parce que
J'ai beaucoup souffert dans ma vie. Je ne supporte pas voir la souffrance des autres. Mais durant cette période-là, parce que c'est mon quartier, là où je suis née, c'est Gemmaisé qui a été détruit. C'est le port. C'est les silos que je voyais depuis que j'étais toute petite, depuis que j'étais née à Gemmaisé. Quand on montait les étages supérieurs pour voir les silos, parce qu'à Gemmaisé, le quartier est tout plat comme ça, et puis il n'y avait pas les grandes tours comme maintenant. Et puis il vaut mieux garder l'aspect de Gemmaisé, de la rue Gouraud, de Saïfi. Ce que Beyrouth a toujours été, pas les gratte-ciel que nous voyons maintenant. Mais je veux conclure en vous posant une question un peu plus personnelle, parce qu'on connaît May, la battante, celle qui réussit dans tout ce qu'elle entreprend, ce qui n'est pas facile. Vous avez décidé d'écrire un livre et il a eu du succès. Vous avez décidé de lancer cette fondation. Elle cartonne, Ground Zero a réussi, vous enseignez. Et en fait... et mes élèves m'aiment beaucoup. Et vos élèves vous aiment beaucoup, je n'en doute pas. Ma question, c'est combien est-ce que vous sentez au quotidien que c'est difficile pour vous psychologiquement et physiquement d'avoir cet handicap, en fait, par rapport à tout ce que vous faites? En France, j'ai appris à dire des personnes à mobilité réduite. Pas un handicap, mais au fond, c'est un handicap, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est pas évident. Je ne suis plus indépendante. C'est la chose qui me coûte le plus. Des fois, je préfère rester dans ma chambre avec ma power chair, la chaise électrique, pour être indépendante, parce que je n'ai pas à porter mes prothèses, ni à m'habiller. Entre mon lit, ma salle de bain, je peux fermer et être indépendante. Mais c'est les seuls moments où je peux ne compter sur personne. À part ça, j'ai beaucoup besoin d'aide pour m'habiller, pour porter mes prothèses, parce que j'ai une seule main, j'ai une seule jambe. Parce que la vie n'est pas du tout facile. Quand on vous voit, on oublie ce côté-là parce que vous faites tellement d'efforts, voilà, pour cacher. Vous avez tout le temps le sourire. Vous êtes tellement partout. Un jour à Jeddah, le deuxième jour à Paris. Vous êtes tellement là avec la fondation, toujours avec le sourire, toujours chic, à Paris, je n'ai plus été depuis l'accident, depuis que la porte de l'hôtel s'est refermée sur moi et que j'ai été propulsée sur le trottoir où j'ai dû être évacuée vers le Liban pour subir l'opération ici, parce que là-bas, il n'y avait pas de place au bloc opératoire. Pendant 4 jours, je souffrais sous morphine. Ça, oui, il y a un an de ça, exactement. Tout à fait, on se souvient très bien. Donc, c'est très difficile. S'il y a un message que vous aimeriez... Vous êtes vue comme une femme très courageuse. S'il y a un message que vous aimeriez envoyer à toutes les personnes qui parfois, pour moins que ça, se plaignent. Et ça m'énerve de voir des gens qui ne font que se plaindre tout le temps pour des bêtises. Ils ne savent pas ce que la vie leur réserve. Il faut profiter du moment. Parce que s'ils croient que le lendemain va toujours porter de belles choses, eh bien, ils se leurrent. C'est pas la vérité, c'est pas la vraie vie. Et puis, on prend de l'âge. Et ça compte beaucoup. Ce qu'on peut faire à 20 ans, on ne peut pas le faire à 40. Et si on est la cible d'un attentat, on ne peut plus le faire du tout après. Alors, il faut profiter de chaque moment de la vie. Et puis, apprendre à garder ses douleurs pour soi-même. Parce que je répète toujours, peut-être c'est un dicton en arabe, quand tu ris, tu le partages avec tout le monde. Quand tu pleures toute seule. Alors, il vaut mieux ne partager que les beaux moments avec les autres. Parce qu'au début, on commence il vaut mieux faire envie que faire pitié. C'est le plus important dans la vie. En tout cas, c'est sûr que vous forcez l'admiration de tout le monde et c'est sûr que ce n'est pas de la pitié, c'est de l'admiration. Vous êtes une femme courage. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé votre parcours. On peut rester à vous écouter des heures. C'est très long en lisant votre CV. J'ai vu la multitude de projets que vous avez accomplis. La suite sera pour une autre émission. Merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission à quelques jours de Noël 2023.
Merci Joyeux beaucoup. Noël pour tout le monde. Joyeux Noël. C'était May Chidia, notre invitée de la semaine. Un très beau témoignage, très émouvant. Nous avons eu le plaisir de la voir. Retrouvez-nous la semaine prochaine dans une nouvelle émission. Dans l'attente, je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes de Noël de ma part et de la part de toute l'équipe d'Une femme, une histoire. Vous pouvez nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux.